Merci d'être là. J'accueille donc en votre nom Perrine Lequérec et Gilles Belzéflen. Donc Perrine Lequérec, vous êtes, alors j'ai appris parmi mes abysses d'ignorance, il y avait celle du mot recherchiste. Donc voilà, vous êtes recherchiste indépendante, quoi que cela puisse vous dire. Et spécialiste d'art contemporain, romancière et poète. Et vous avez récemment publié, parmi vos dernières publications, un livre sur Roger Bacon et Francis, pardon, oui, Roger, c'est riche. Ça aurait pu, mais c'était évidemment moins visuel. Et Gilles Belzéflen, vous êtes musicien, cinéaste, photographe, poète, et vous contribuez aussi à des performances avec un travail en particulier d'infographie, si je ne me trompe pas. Donc, qui influence qui? Qu'est-ce qui influence quoi? C'est peut-être ce qu'on pourrait se poser comme question en voyant votre parcours et en vous proposant de réfléchir à cette notion, à la thématique de la journée, imager les mots, ou mettre en mots les images, enfin les choses évidemment s'inversent. Et c'est peut-être déjà sur votre pratique que j'aimerais vous questionner de façon à ce que nous cherchions ensemble ce qui, dans votre pratique de spécialiste d'art contemporain, peut-être pas d'historienne, mais quand même, peut aussi se retrouver en connexion et comment ça s'articule avec votre travail d'écriture, sachant qu'on pourra après, ultérieurement, Perrine Lequérec, retrouver dans vos textes quelque chose de plus intégré et qui fait appel au sens de la vue, à la notion d'image et de façon plus précise. Et Gilles Belzéflen aussi, d'ailleurs, ce serait plus ou moins la même interrogation que je vais vous faire. Donc, Perrine Lequérec, vous avez la parole si vous voulez réagir déjà à cette première piste. Merci. Ma pratique de recherchiste, puisque c'est effectivement le mot de cette activité que j'exerce et qui simplement veut dire que je fais des recherches d'archives, des recherches d'images pour qui a besoin de recherche. Voilà. Donc je fréquente les bibliothèques et mon matériau quotidien, c'est l'archive. Donc c'est ça qui définit l'essence de ma pratique et l'essence de mon écriture, puisque dans chacun de mes livres, il y a une grande part de recherche, qu'elle soit d'archives ou d'iconographie. Donc ces deux domaines ne cessent de se rencontrer, de s'imbriquer, et tout mon travail d'écrivain, d'écriture, qu'il soit de prose ou de poésie, s'appuie sur une recherche documentaire qui va apparaître ou non. Dans Francis Bacon que vous évoquiez tout à l'heure, l'image apparaît, elle fait partie du flux de mon écriture, mais la plupart du temps, la recherche est sous-jacente, elle sous-tend le dire, et c'est tout. Voilà. Quant à mon travail d'historienne de l'art, il n'existe pas. C'est simplement c'est des études que j'ai faites, mais à part un diplôme et la passion de l'art, je n'exerce rien dans ce sens-là. Gilles? Donc moi je suis à la fois réalisateur de films documentaires, poète et musicien. Et chaque activité se fragmente elle-même en plusieurs districts différents. Mon éditrice en poésie, qui a publié Soleil Gris-Gris, mon dernier livre, en 2018, voulait me présenter comme un chanteur, cinéaste, poète. Alors je lui ai dit, mais surtout pas, c'est ce qu'il y a de pire. Faire de la chanson et de la poésie, c'est absolument, pour moi, des opérations qui ne sont pas conciliables. Et donc je lui ai dit, je suis poète, je suis cinéaste et musicien de façon extrêmement cloisonnée. Il y a une nette frontière entre ces activités pour justement
ne pas se perdre dans une schizophrénie. Il y avait Max Jacob qui disait à propos de sa double activité de poète et de peintre, je ne sais plus exactement ce qu'il disait, mais il en parlait comme d'une souffrance. C'est à la fois une chance, mais aussi une souffrance. Pour des tas de raisons, ne serait-ce que la raison du temps. Pour être pleinement poète, 100% du temps est requis, ne serait-ce que pour lire le travail des autres. Quand on est poète et musicien, on a déjà un temps divisé par 2, et quand on rajoute le cinéma, divisé par 3. Ça fait qu'à la fin, on peut très bien s'extraire du chant, de ces chants-là, par manque de savoir. Voilà. J'ai la chance d'avoir procédé par étapes, donc j'ai commencé par la poésie. La musique est arrivée plutôt vers l'âge de 20 ans. Et le film est arrivé après 40 ans parce que j'étais poète et musicien. Voilà, donc pour ce qui concerne la triple activité. Ensuite, par rapport à la séparation des 3 champs, je peux dire que le fait d'avoir développé de façon modeste une petite compétence pendant 25 ans en poésie, on ne peut pas dire que cette compétence de poète n'est pas allée voir du côté de la musique ou du côté du cinéma. Donc forcément, le fait d'être poète va influer considérablement la manière de faire de la musique ou de faire un travail d'image. Mais par exemple, comment, c'est évidemment la question qu'on se pose, en quoi cette influence peut s'exercer? Est-ce que vous percevez, ou est-ce que c'est une simple impression qui vient de l'expérience en disant si j'étais différent, je ne serais pas pareil, mais où est-ce que c'est ça? Est-ce que vous en voyez des traces repérables? Il y a à la fois des traces repérables de façon très superficielle, c'est-à-dire voir que par exemple dans mon dernier livre, il y a une série de poèmes qui peuvent se lire comme des petits scénarios. Des scénarios plutôt humoristiques, c'est une partie du livre qui est plutôt, que moi je considère humoristique. Donc les récits sont construits comme des scénarios, avec des personnages, des actions, des mouvements, un début, une fin, une chute. On est comme dans des courts-métrages. Quand je faisais des chansons il y a 20 ans, j'ai eu la chance de sortir des disques d'abord à l'étranger, plutôt aux États-Unis d'ailleurs. Donc le public venait, souvent des francophiles me disaient c'est drôle, tes chansons sont comme des scénarios. C'est des histoires, des courts-métrages. Après, sur un plan plus profond, je dirais que les 3 activités relèvent d'un travail sur les signes. Donc que le signe soit verbal, sonore ou visuel, on est dans un travail dans le champ des signes, le champ du signe d'ailleurs. Et à partir du moment où on travaille sur les signes, en poésie, en musique, dans l'image, on utilise des outils. Et les outils, finalement, ils sont assez semblables. Voilà ce que je pense. Dans votre dernier livre, paru en 2018, je crois, Soleil gris-gris, c'est un livre qui est divisé, ou qui est un assemblage de 3 parties, qui ont un statut chacun différent. Il y a une partie qui est clairement, la partie centrale est clairement repérable comme relevant de la poésie. Les 2 autres parties sont des récits, mais mis en forme de telle façon que ça peut aussi passer pour. Alors justement, comment vous pouvez pas commenter, mais disons nous proposer un peu une réflexion sur le statut de ces différentes parties, parce que le livre ne se présente pas comme tout à fait unitaire, bien que sa thématique et ses résonances le sont. Je pense que la question de la poésie est avant tout une question sur, pour moi, comment le faire. Voilà. Donc comment, c'est une question sur quels outils on va mettre en œuvre
pour donc, pour ce qui concerne la poésie, puisque vous dites qu'il y a une section qui relève plus de la poésie, je pense que vous parlez de la section qui s'appelle Piwokinski, où là nous avons clairement de très courts poèmes en vers. Mais pour moi, je pense que la poésie, je l'entends vraiment comme un questionnement général qu'on peut retrouver à la fois dans le texte ou dans la photographie, dans l'image. C'est vraiment un travail sur comment va-t-on utiliser les outils et le matériau dont on dispose. Dans ce livre, par rapport à la thématique des enjeux, il y a plusieurs, en fait, en y repensant à la lumière du questionnement des enjeux, chaque section est liée à un art différent. La première section est un travail à partir d'un corpus de photographie que j'avais prise en 1993, même avant, en 90 je crois, lors d'un voyage au Yémen que j'avais fait avec un aveugle. Un aveugle qui m'avait demandé de l'accompagner pour verbaliser le voyage. Moi, je n'avais jamais voyagé, donc c'était une première expérience de voyage dans un pays lointain, et en plus avec quelqu'un qui ne voit pas. Donc c'était assez intéressant. Et je me suis dit, finalement, en retrouvant le corpus de photographie, je me suis dit, tiens, ce serait amusant de décrire les photographies à un lecteur qui ne les verrait pas, de façon à le projeter dans le mode de voyage de ce voyageur non-voyant. C'est-à-dire qu'il va découvrir un pays à travers des textes et non des images, à travers de la parole. Donc là, on est clairement, dans cette section, je décris des photographies, donc c'est vraiment... Là, on peut dire que c'est la photographie qui crée des éléments littéraires, puisqu'il s'agit de faire une description exhaustive d'une image. En ce moment, je suis en train de lire le livre Intérieur de Thomas Clair, où il fait la même chose, il fait une description exhaustive de son appartement. C'est un livre passionnant et extrêmement réussi. Voilà pour ce qui concerne la description. La seconde section du livre, où on est sur des poèmes extrêmement brefs, très resserrés, je pense que c'est une partie qui est très imprégnée de mon travail d'écrivain de chanson. Dans la chanson, vous avez, la chanson pop en tout cas, vous avez premièrement une mélodie, c'est ce qui fait la différence entre ce qu'on appelle pop et tous les chants musicaux autres. La mélodie et le travail couplet-refrain. Un refrain finalement concentre un refrain, une chanson réussie. J'ai pas dû en faire parce que personne ne connaît comme musicien. Mais une chanson réussie, c'est une chanson qui fait en sorte que vous êtes dans l'attente d'un refrain, du refrain qui revient, qui est une sorte d'orgasme auditif qui fait plaisir. Et donc, je crois que dans la seconde partie, j'ai cherché à produire des refrains très brefs, mais dans lesquels est concentrée une sorte d'essence. Et je pense que mon travail de chansonnier participe de l'écriture de ça. Voilà, je pourrais parler Et il y a quand même une troisième partie, puisque là, on ait une vision complète de Soleil Gris. La troisième partie, c'est un récit. Alors, c'est une évocation. Il y a un travail sur la mémoire dedans. Mais là, on ne peut pas dire que c'est un chant de la création qui infuse, disons. La troisième partie que j'ai citée, qui travaille plutôt sous la forme de micro-scénario, très bref, sur une page en général, une histoire, un début, une fin, avec des situations dans lesquelles il y a des glissements de langage qui font qu'on est dans la poésie plutôt que dans la nouvelle, le récit. Mais enfin, dans l'ensemble, je pense avant tout que cette question, pour moi, elle relève du travail des signes. Tout à l'heure, il y avait un peu de mouvement, donc
me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire, mais ce que je voulais dire, c'est qu'un poète travaille sur les signes, il réagence les signes, il cherche de nouvelles façons de coordonner les signes entre eux, les signes verbaux, et un artiste qui travaille d'autres champs, finalement, il est aussi un agenceur de signes. Et en ce sens, je pense que en développant une compétence dans un domaine, autour d'un outil, on peut utiliser cet outil dans un autre champ. C'est-à-dire, par exemple, une façon d'agencer les mots poétiquement. Si on se place dans le champ, par exemple, de l'image et qu'on agence un montage de film, on se retrouve dans des outils d'agencement aussi de moments, des plans, c'est-à-dire des moments temporels qu'on va agencer d'une certaine façon. Et les outils, finalement, même si le matériau est différent, je pense que les outils se ressemblent. Et l'essentiel, c'est vraiment de développer une forme de compétence, même si elle reste très personnelle, dans un champ, pour pouvoir l'utiliser dans un autre champ. Perrine de Guéret, si on voulait justement voir un peu ce qui se trouve à l'intersection de votre travail professionnel, en tout cas, ou de votre spécialité des arts visuels et votre écriture, on pourrait relire ou lire Ruine, qui est un livre qui met en mots la relation d'Unica Zurn et de Hans Bellmer. Et que même la biographie d'Unica Zurn. Alors c'est une biographie, voilà, on va dire... Disons qu'il y a toute sa vie, de sa naissance à sa mort. Alors, pour qu'on ne s'y méprenne pas, ça n'est pas une biographie c'est de la poésie. Traditionnelle, c'est de la poésie, c'est parfois elle qui parle, c'est parfois vous qui parlez, c'est parfois quelqu'un. Voilà. Et on y trouve aussi des images d'ailleurs. On y trouve des blocs noirs qui font image parce que ça rentre dans les petites strophes qui composent ce livre. Alors je ne sais pas si vous les avez vus comme des images, tant mieux. Mais c'est quand Unica Zurn est empêchée de parler, j'ai décidé de cacher les mots en les recouvrant de noir. Donc on est dans des blocs très denses d'écriture, très courtes, qui racontent la vie d'Unica, avec effectivement une longue partie où elle est avec Hans Bellmer, puisqu'ils ont vécu 14 ans ensemble. Et pour certains moments de sa vie, ou de ses internements, ou de ses difficultés à être, j'ai choisi de couvrir les mots de noir. Voilà. Donc ça fait image, mais c'est au même niveau. Oui, il y a une sorte de caviardage, enfin C'est pas de la censure. C'est pas de la censure, c'est vraiment, c'est pour les... que physiquement, quand on lit, mon désir, c'était que lorsque le lecteur est en face de ces mots et que d'un coup il se retrouve confronté à ce noir, il soit physiquement contre un mur, qu'il ressente l'enfermement ou l'impossibilité de parler. Donc c'est pas de la censure, c'est pour créer un choc visuel et physique. Oui, c'est pas de la censure, mais effectivement, c'est la trace, la matérialisation d'un empêchement, d'une impossibilité. Oui, c'est ça. Et ça, on le voit parce que ce ne sont pas des traits forcément uniformes, mais c'est parfois, il y a quelques lettres qui émergent, qu'on devine. Il peut y avoir un bégaiement de la pensée. Voilà, mais il y a aussi un portrait de Bellmer fait par Unica. Qui ouvre le livre, oui. Et il y a deux photos. Parce que je voulais bien qu'on voit la poupée, qui est un personnage très important de cette histoire entre Unica Zurn et Hans Bellmer. Donc tout le monde ne connaît pas Unica Zurn, tout le monde ne connaît pas l'histoire de la poupée Hans et Unica, donc c'était important pour moi, c'était important que le lecteur puisse avancer dans cette histoire en ayant bien la présence de la poupée en tête, qui est un troisième personnage capital dans cette relation.
Alors c'est effectivement, on voit, il y a une sorte d'appropriation, même si c'est pas visuellement perceptible dans les photos qui sont montrées. Vous voyez, il y a un moment, vous évoquez l'évolution de l'apparence d'Unica, et alors que la poupée, évidemment, et par définition, elle reste inaltérable. Enfin. Alors qu'Unica Zone du fait des traitements psychiatriques très lourds de l'époque, et de ses séjours très fréquents en hôpitaux, son visage s'est terriblement marqué, et elle portait sur tout son corps une grande souffrance et beaucoup de blessures. Et évidemment, quand on met côte à côte Unica et la poupée, là, le passage du temps, le passage de la folie est flagrant. La poupée ne bouge pas. Et la poupée est toujours la même, on peut la voir dans beaucoup de musées, et elle n'a pas bougé. Oui, donc on a là déjà une première approche un peu de cette intersection, cette influence en tout cas. Ce qui vous a fait choisir Unica et la triade, enfin, le trio Hans, Unica, la poupée, qu'est-ce qui vous a amené à ce choix? C'est leur tombe. C'est une visite c'est plutôt une promenade au Père-Lachaise, ou juste une promenade où je débouche sur la tombe d'Unica Zone. Je ne savais pas qu'elle était là. Et elle s'est défenestrée 5 ans avant la mort de Hans Bellmer. Et donc il y avait quand même dans leur relation de couple une très très forte domination de Bellmer, aussi sur le travail d'Unica et sur son esprit. Et donc dans cette tombe de marbre noir, dans laquelle ils sont tous les deux enterrés, Hans Bellmer a fait poser une plaque qui dit « Mon amour te suivra dans l'éternité, Hans à Unica ». Et quand j'ai vu cette plaque, il m'a semblé un peu douloureux de voir que jusque dans la mort, il était là. Et donc je suis rentrée chez moi et j'ai écrit ce livre. Et dans ce livre, vous avez effectivement fait une façon de lui donner la parole, oui. et de donner la parole aussi à quelqu'un qui a toujours été finalement, non pas seulement sous la domination, mais sous une espèce d'emprise. Oui, et puis encore. Et puis dans l'ombre, je veux dire, beaucoup de personnes connaissent Bellmer et très peu Unica, alors qu'elle a une œuvre graphique et poétique absolument extraordinaire, bouleversante, magnifique. Et c'est pas une nouveauté que dans les couples, la parole de la femme, la création de la femme est dans l'ombre et mise de côté. Et c'était pour moi très important de lui rendre sa place entière. C'est ce que j'espère avoir fait. C'est elle le personnage principal, l'héroïne, c'est elle. Dans le plancher qui est paru l'an dernier, en 2018, il y a un certain nombre de références qui sont très, très fortes au sens de la vue. Il y a une série de mots dont certains sont en capitale. Tu n'as rien vu, vue, image, rétine, œil, qui a une affirmation extrêmement forte, extrêmement péremptoire d'une inscription de la vue dans le texte. Qu'est-ce qui vous a incité à le faire de façon aussi puissante? C'est très simple. En fait, le plancher qui raconte l'histoire du plancher de Janot, donc ce plancher de bois de chêne de 15 mètres carrés gravé par ce jeune paysan qui est mort de faim en gravant son plancher, c'est une histoire vraie. Le plancher, tout le monde peut le voir. Ce sont les mots qui sont gravés sur le plancher et c'est un long texte psychotique, très lisible, en lettres capitales, gravé pendant plusieurs mois, en sens nourrir, et qui est un grand discours, un grand cri sur diverses forces qui l'assaillaient et l'empêchaient de s'exprimer, mais il parle sans cesse de la vue, de la rétine et de l'œil. Donc c'est ce qui a guidé
mon écriture, de façon à rendre la force du discours de Jeannot, ce qu'il avait gravé dans le bois, j'ai tenté de le traduire sur ma page, donc en reprenant ces mots-là, et en faisant la matière même de mon écriture. Enfin, là, si on parle d'influence, ou en tout cas comment ça passe de l'un à l'autre, le plancher de Jean, c'est ma page d'écriture. Et de livre en livre, je transporte ce plancher pour essayer d'incarner une écriture où tout le corps est mis en jeu. Ça passe par la vue, bien sûr, par la rétine, mais aussi par tout le reste du corps. J'imagine que le corps aussi, dans ton écriture ou dans ta pratique de cinéma, c'est quelque chose qui existe, quoi. Enfin, on est d'abord par le corps. Vous voulez répondre, Gilles, par là? Disons que le corps, moi je l'ai surtout vécu il y a 20 ans, quand j'allais beaucoup aux États-Unis pour chanter. Donc je me suis rendu compte que nous étions chacun porteurs d'un personnage. Et finalement, je pense que nous fabriquons tous un personnage qui nous est propre, qui nous appartient, qui est bien nôtre, mais qui pourrait aussi être modifié, voire changé, bouleversé en fonction de ce qui peut arriver dans la vie. Donc moi, par hasard, je me suis retrouvé sur scène, principalement, comme j'ai dit, aux États-Unis, parce que j'avais une petite maison de disques qui m'a fait beaucoup tourner là-bas. Et donc, j'ai découvert mon propre corps comme pouvant être un personnage. Et donc, peut-être qu'il y a une version un peu schizophrène de soi-même, à travers le corps. Alors, on en jugera peut-être, mais il y a... Non, je vais vous dire pourquoi je dis ça. Parce que vous avez donc le film dont vous parliez, La frontière oubliée. Oui, sur le liseré vert, en fait. Le liseré vert, donc c'est un film qui parle de la frontière qui a existé entre 1870 et 1914, puis brièvement de 40 à 45, entre les territoires, entre la France et les territoires qu'elle avait cédés à l'Allemagne à la suite de la défaite de 40 et de celle de 70. Cette frontière a été matérialisée et vous la parcourez. Et ce que je voulais dire, c'est qu'on vous y voit et je ne sais pas s'il y a eu une réelle mise en scène de votre apparition, de vos apparitions dans le film, mais il y a une façon dont votre corps surgit de temps en temps, de façon assez incongrue, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout ni l'apparence, ni l'habillement des gens du coin, des paysans qui sont là, des chasseurs, des habitants en général. Vous êtes habillés comme à peu près comme aujourd'hui, et avec ce qui fait une sorte de personnage de Pierrot Lunaire un peu qui parcourt cette... Alors, bon, on m'a dit que ce n'était pas forcément au départ concerté, mais enfin, malgré tout, il y a une mise en scène. Oui. Mais là, justement, on pourrait parler de contamination du travail cinématographique par le travail de musicien pop que j'ai été, puisque je sais, après avoir fait une centaine de concerts, j'ai pris conscience du personnage que je pouvais avoir sur scène. Et donc, je me suis servi de cette connaissance-là pour écrire mon film et pour le tourner en me disant, tiens, c'est vous qui me faites penser à ça, je vais me servir du personnage que je connais, c'est-à-dire le Gilles qui chante devant un public américain, et je vais en faire le personnage de mon film, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas tout à fait de moi. Je suis en train de longer une frontière oubliée, loin de tous les chemins. Il n'y a pas du tout de chemin. Il y a 4056 bornes qui ont été posées entre Villerue, au nord de la Moselle, donc à la frontière luxembourgeoise,
et qui rejoignent un village qui s'appelle Réchézy à la frontière suisse à côté de Belfort, en passant par la crête des Vosges et la Lorraine entre Nancy et Metz. Donc mon film consiste à remonter ce tracé, puisque vous avez bien vu d'où je viens. Ma famille est originaire du Haut-Rhin en Alsace, et donc je remonte le bornage jusqu'au Luxembourg. Et comme il n'y a pas de chemin, il y a donc des épreuves sur le terrain, à la fois des descentes de rivières, franchissement de clôture, traversée de zones commerciales, il y a plein de choses. Et donc là, effectivement, c'est quelque part une image un petit peu... c'est moi en tant que personnage qui fait ce trajet. Ou c'est pas Koh-Lanta du tout, quoi, comme on dit. Et c'est Gilles Van Zetten tel qu'on peut le voir aujourd'hui, avec parfois un parapluie, parfois un... Oui, j'ai hésité à mettre une scène de descente de rivière sur un canoë avec parapluie, parce que là je me suis dit que ça faisait trop, je sais pas, humoristique. Mais en fait, mon personnage dans le film sert à la fois à porter le trajet, quoi, et aussi à être un repère des difficultés du terrain. À certains moments, je retrouve les bornes frontières, elles sont très faciles à trouver. Finalement, il suffit de suivre les limites départementales qui marquaient la frontière franco-allemande, qui sont aujourd'hui les limites départementales entre la Moselle et la Meurthe-et-Moselle. Voilà, à partir du moment où on marche sur cette ligne, avec un petit téléphone comme ça, vous avez un GPS et une application qui s'appelle Iphigénie, qui est fabuleuse, qui vous place à l'endroit même où vous êtes sur la carte IGN. Donc vous savez qu'à 10 mètres, il y a une borne frontière franco-allemande, et j'en ai trouvé comme ça que j'ai relevé dans le territoire, et dans le film, on me voit relever des bornes frontières qui font... J'ai trouvé un agriculteur qui m'a dit qu'elles font 150 à 200 kilos. Donc c'est bien au niveau de l'effort, et à un moment donné, voilà, le personnage finalement relève une borne frontière, et en réalité, et ce personnage c'est aussi moi-même, c'est mon corps qui s'engage physiquement dans son projet. C'est ce qui quelque part m'a intéressé dans le cinéma, c'est un engagement physique dans un projet qui ne relève pas du verbe, où l'engagement physique finalement il est très modique. Nous sommes assis à une table devant un ordinateur, enfin, c'est différent parce que tu vas chercher des archives, tu t'engages pour rencontrer des gens. Même l'écriture, c'est très physique. Mais le moment de l'écriture, non. Si. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est très physique. Il y a tant de force qui se déplace en toi quand tu écris, quand on écrit, quand j'écris, alors peut-être uniquement, finalement, que c'est très physique. Enfin, je peux te déplacer dans l'espace. C'est le muscle, enfin, c'est une histoire de muscle aussi, l'écriture. Enfin, moi, je trouve que c'est très physique, ça m'épuise, c'est épuisant. Ah non, je veux bien croire que c'est épuisant, mais c'est plutôt psychologique, quoi. C'est pas... Tu souffres du tout. Non, même pas. Alors pour revenir, non mais je vais reprendre la balle au bond sur cette histoire de physique de l'écriture, parce que vous montrez dans le... déjà il y a la gravure de ce plancher. Alors, il faut savoir comment c'est fait. Il a d'abord fait un système de repérage avec des points, et il a relié les points entre eux pour former des lettres. Donc c'est déjà, et il a fait ça avec un ciseau à bois, une bouche, je sais pas. Et vous montrez, par exemple, vous attachez beaucoup à ces histoires d'écharpes qui se font. Ils sont partout. Il a tout. Et c'est aussi une façon dont le texte, parce que le texte est reproduit dans le livre, et plus loin, à la fin du livre, il y a des photos de ce plancher qui sont à peu près faites de telle façon qu'il est quand même assez difficile de lire entièrement le texte. Mais on voit bien que ce n'est pas simplement une question uniquement de mots, mais aussi c'est une question d'écriture au sens le plus matériel du terme. Il écrit avec un ciseau à bois en reliant des points et en s'en mettant partout. Et toute la tonalité du livre est d'ailleurs faite sur le corps de ces quatre personnes, le père qui se suicide, la mère, les deux enfants,
un accouchement dans un champ, etc. Donc il y a quelque chose, c'est extrêmement incarné. C'est pas seulement la physique même de l'écriture, mais c'est aussi une histoire de corps, ce livre. Oui, il y a laissé son corps. Enfin, je veux dire, c'est une écriture qui va vraiment jusqu'au bout. Si on parle, il m'est arrivé de comparer Jeannot au plus grand des artistes performeurs du monde. Il laisse sa vie dans cette performance incroyable qui est de graver ce plancher chêne Savoie extrêmement dur. On peut imaginer l'effort physique pour graver un texte qui est magnifique de façon littéraire, magnifique, et qui est magnifique de façon esthétique, parce que les lettres sont très très belles, voilà. Donc oui, c'est une grande performance physique, et c'est une écriture dans laquelle le corps est tout entier engagé, jusqu'à la mort. Est-ce que toi, tu ressens une sorte de nostalgie ou de désir justement vers une écriture parce que tu dis que le fait d'écrire, tu le vis comme une épreuve physique. Pas une épreuve, c'est pas une épreuve dans le sens négatif en tout cas, mais c'est un engagement physique total. Et c'est pas une nostalgie, c'est ma pratique qui est comme ça, qui fait que je saute, je tressaute, je bouge, tout est en action. Tu peux nous montrer? Non. Non, d'ailleurs, nous n'aurons pas le temps. Je vois Sylvie qui s'approche avec certaines rigueurs pour me rappeler une certaine rigueur dans l'emploi du temps. Juste une dernière remarque, ce texte-là, et pour reprendre un peu, pour revenir à quelqu'un, à un auteur pour qui justement le corps avait une énorme importance, il y a des remontées d'Artaud dans ce texte. Et c'est ce que j'ai ressenti la première fois que j'ai vu le plancher à la BNF, en plus dans un endroit de littérature, et que je ne connaissais pas encore l'histoire de Jean. Je me suis dit, voilà, Artaud sur son billot, c'est exactement la même puissance de frappe. Voilà, il se trouve d'ailleurs à Sainte-Anne en ce moment. Sur les murs de Sainte-Anne, à l'extérieur, en permanence. Voilà, donc on pourrait y passer beaucoup de temps. Je vous invite à vous référer aux ouvrages de Gilles Van Zeppelen et de Perrine de Clérec. Et voilà, on va en rester là, en restant sur notre faim, et c'est peut-être finalement la meilleure chose qui puisse nous arriver. Merci beaucoup.